ce prochain débat. Ce prochain débat aura lieu autour du livre qui est exposé là, Noir. C'est un livre intense, extrêmement riche, dont nous allons essayer pendant une demi-heure de concentrer les questions pour avoir des réponses les plus intenses possibles de leurs auteurs et notamment de Neil Elliott qui est présent parmi nous. Voici donc un livre extrêmement curieux qui représente l'image du noir dans la peinture. Mais auparavant, avant d'aborder le sujet, j'aimerais bien approcher les auteurs et l'auteur, car ils sont tous deux à la fois dans la théorie et dans la pratique de terrain. Neil est professeur certifié d'histoire-géographie, mais il est en zone prioritaire, ce qui n'est pas innocent. Il est passionné par la cause des Noirs à travers le monde. Et son co-auteur est Grégoire Fauconnier. Il est professeur agrégé de géographie. Il nourrit un master d'histoire. Il rédige actuellement une thèse sur la mixité sociale. Donc la première question qui me vient à l'esprit est comment vous deux, qui êtes investis dans cette réflexion sur l'image du noir, dans la vie, dans la peinture, comment articulez-vous ceci avec votre pratique sociale en tant qu'enseignant? Alors bonjour à tous, grande question pour commencer. Donc c'est vrai que le fait d'être enseignant n'est pas anodin dans ce livre, puisqu'en fait c'est notre métier, c'est notre cœur de métier d'aller à chaque fois chercher les sources de l'histoire, d'aller dans les documentations scientifiques et après de faire ce qu'on appelle un petit peu avec un terme jargonneux un peu en pédagogie, la transposition didactique. C'est-à-dire qu'à chaque fois on transpose un savoir scientifique en un savoir enseignable pour les élèves, à leur niveau, à leur capacité, donc en savoir intelligible. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand on a écrit ce livre, ça a vraiment irrigué tout le long de notre travail de recherche pendant 4 ans, c'est-à-dire à chaque fois de chercher des sources, de faire des investigations, d'aller aux archives, d'aller à la bibliothèque, et de transférer ce savoir en un savoir, en quelque chose d'intelligible, que chacun puisse comprendre une peinture, se l'accaparer, et sans avoir un doctorat d'histoire de l'art, sans avoir un doctorat en histoire tout court. C'est vraiment quelque chose de pratique qu'on voulait réaliser pour répondre aux petites dames, aux personnes, au grand public. Alors, vous avez passé à l'épigraphe cette phrase de Jean Genet qui apparaît comme étant particulièrement paradoxale. Cette phrase qui dit « Qu'est-ce que c'est donc d'être noir ?» Et d'abord, c'est quoi cette couleur? Je vous laisse commenter cette phrase que vous avez mis en exergue. Alors en fait, c'est en exergue parce que ça reste un travail d'historien, on a tous les deux une formation d'historien, donc dès le départ, on a problématisé notre recherche. Et c'est vrai que dès le départ, on s'est dit, mais à quel moment on va décider qu'un personnage dans cette toile ou dans cette toile est noir ou ne l'est pas? Donc on a été chercher chez nos collègues à chaque fois les définitions qu'ils donnaient, on n'a jamais été convaincus complètement, donc on est arrivé à notre propre définition à nous. Et on s'est dit qu'être noir, ça pouvait l'être de deux façons. C'est d'abord d'une façon être considéré par les autres comme noir. Je pense qu'ici peut-être vous me considérez noir. Donc première chose, je le suis. Ça c'était la première façon. Et la deuxième façon, c'est se considérer soi-même dans son propre intérieur comme noir. Même si l'extérieur ne nous considère pas comme noir. Et là on a toutes les problématiques autour des enfants métissés, carterons ou octavons, avec une grand-mère par exemple noire, qui se considèrent parfois noirs, mais que la société ne leur envoie pas ce regard, ne leur envoie pas cette image. Et on avait l'exemple de la fille de Lenny Kravitz, qui est blonde aux yeux bleus, mais qui s'est toujours sentie noire au fond d'elle et qui a écrit plusieurs
fois, qu'elle sentait du rejet de toutes les communautés blanches, des communautés noires et de la communauté américaine, qui n'arrivaient pas à la situer, parce que c'est vrai que la société américaine est très communautaire, et elle n'arrivait pas à se situer elle-même. Elle dit, j'ai grandi avec une famille noire, avec des frères noirs, avec des cousins noirs, etc. Mais par rapport au grand public, ils ont du mal à me percevoir comme cela. Donc pour répondre de manière plus simple, binaire, c'est première façon être considéré par les autres, et seconde, se considérer soi-même comme noir. Et c'est ce qui a un peu voilà, irrigué le long de notre ouvrage. Et parfois on arrivait à des dilemmes. Est-ce que, parce qu'il y a un petit enfant qui s'appelle Louis-Benoît Zamor, au XVIIIe siècle, bon, il est considéré par toute la société française comme noir, mais quand on regarde son origine, il est originaire du Bengale. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un du Bengale, on dirait qu'il est noir, il aurait une couleur, comment on le décrirait, comment on le définirait? Donc on l'a intégré parce que la société de l'époque, notamment la marquise de Pompadour, le considérait comme un enfant noir. Donc c'est toute cette problématique à chaque fois qu'on a pu retrouver. Et... Alors, dans votre livre, il y a l'aspect pictural sur lequel nous allons revenir, bien entendu, mais il y a aussi un commentaire linguistique. Et vous ne manquez pas d'étudier la façon dont les Noirs ont été qualifiés dans le langage. Je cite Sarrazin, Moricaud, Rubien, Maure, Nègre, Négrillon, Moricaud, Bamboula. Ça, ce sont les aspects négatifs que nous avons dit, mais d'autres aspects aussi, disons, versant dans l'euphémisme. On dit plus un noir, on dit une personne de couleur. Que signifient toutes ces métamorphoses linguistiques par rapport au personnage du noir? Comment les personnages? La première chose, vous voyez le titre du livre, c'est Noir en 4 lettres, en majuscule, en noir. Donc c'est vraiment une revendication de ma part, de mon co-auteur, Grégoire Fauconnier, et de mon éditeur aussi, aux éditions Omniscience. On a vraiment voulu revendiquer ce terme, parce que trop souvent, et même dans la société française dans laquelle j'ai vécu et j'ai grandi, on a encore des difficultés, on le prend avec des pincettes, ce terme noir. On dit, ah cet enfant, moi je travaille dans un lycée, on dit oui l'élève, le black, d'accord, sans être professeur d'anglais forcément. Et donc je trouve qu'on a toujours cette difficulté, alors que je pense que d'appeler un chat, on avance plus rapidement, on passe le terme. Et toute cette réflexion qui s'est construite au fil des siècles, a chargé tous les termes là, que vous avez cités, nègre, etc., de connotations négatives. Nègre à la base n'est pas forcément négatif, mais avec le terme, avec l'esclavage notamment, ce terme c'est chargé en sens péjoratif. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui aux États-Unis par exemple, c'est un terme inemployable. Personne n'oserait l'utiliser, peut-être dans la communauté noire à l'intérieur d'elle, mais quelqu'un qui n'est pas de la communauté noire n'oserait jamais l'utiliser. Il parlerait du N-word, du N-mot pour utiliser cela. Alors nous avons une citation aussi dans votre texte d'Alain Mamankou, dans son discours inaugural au Collège de France, qui dit ceci: on n'a pas besoin d'entrer dans l'histoire. Nous sommes l'histoire. L'histoire de France est cousue de fil noir. Alors voilà une citation extrêmement forte, extrêmement riche, car d'une part elle fait écho à un discours de notre ex-président Sarkozy qui avait dit « les Noirs ne sont jamais rentrés dans l'histoire », phrase historique, s'il en est, et d'autre part, j'aimerais que vous reveniez sur cette notion aussi de l'histoire de France et cousue de fil noir. Je pense même qu'il avait employé de manière encore plus globale. Il avait dit l'histoire de l'Europe, je pense. L'histoire de l'Europe est cousue dans la fil noir, c'est-à-dire l'histoire de France. L'histoire. Alors on va en tout cas l'employer de manière plus générale et l'employer l'histoire de l'Europe, parce que on regarde le livre, quand on le parcourt, on a des toiles de l'Italie, de la Grèce, du Portugal, de la Russie, de la Suède. On retrouve des toiles dans l'intégralité de l'Europe. Pas seulement en France, même si on a peut-être plus de toiles françaises parce qu'on est un peu chauvin, mais il y a quelque chose de beaucoup plus global sur l'Europe. Alors oui, l'homme noir n'a pas rencontré l'Europe dans les années 60, 70, pendant les 30 glorieuses, pendant l'après-guerre, avec l'immigration massive. Il y avait des noirs bien avant, dès le début de l'ère. Il y avait des
des Noirs en Europe, les Européens ont connu les Noirs connaissaient les Blancs. Enfin, c'était quelque chose de beaucoup plus intriqué, imbriqué, enchevêtré. L'histoire est beaucoup plus enchevêtrée que cette séparation qu'on essaie de créer entre deux continents qui sont finalement très proches. On le voit avec l'Espagne et le Maroc. Donc, et le fait que Mabankou prenne le contre-pied de notre ancien président, on va le citer, c'est quelque chose d'assez fort parce qu'aller à Dakar, aller au Sénégal, une des places, pas la seule, mais l'une des places de départ de l'esclavage, des hommes transformés en biens matériels, en biens meubles, ce n'est pas rien. Y aller en plus pour dire que l'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire, c'est vraiment très réducteur. L'homme noir est rentré dans sa propre histoire, déjà dans l'histoire de l'Afrique, sans avoir besoin de Nicolas Sarkozy, finalement je le cite. Et en plus de ça, bien sûr qu'il y a un lien avec l'Europe, et depuis toujours. Que ce soit à travers les croisades, à travers les guerres, à travers la religion. On découvre dans le livre, vous verrez des toiles de Balthazar, qui était là aussi pour représenter l'Afrique. On a aussi par exemple un auteur syrien du IIIe siècle qui fait une œuvre qui s'appelle Les Éthiopiques, avec les personnages sont tous noirs. Et le texte a été retrouvé au XVe siècle et mis en peinture par Karel van Mander, un peintre néerlandais. Et c'est toute une histoire, elle est assez sympa, je sais pas si je peux développer. C'est l'histoire d'une petite fille qui aurait eu des parents éthiopiens, et qui finalement, par des pérégrinations, se retrouve en Europe et arrive finalement à retourner en Éthiopie, à Abyssinie, enfin bref, dans cette région de l'Afrique de l'Est. Et ses parents ne croient pas qu'elle est blanche, parce qu'en fait, ils l'ont procréée devant une toile d'un homme blanc. Donc il y aurait cette mythologie de se reproduire devant une toile d'un homme blanc, rentrer l'enfant blanc. Et donc quand elle revient, âgée, il ne la croit pas, et elle est obligée de montrer son bras, de montrer une tache noire, pour bien montrer son ascendance africaine, etc. Et ça, c'est au IIIe siècle. 3e siècle après Jésus-Christ, donc il y a 1700 ans, et il y avait déjà cette connaissance et toute cette réflexion autour de l'autre et de la couleur aussi. Qu'est-ce que ça fait d'être noir finalement il y a 1700 ans? Alors précisément, vous avez évoqué ce personnage de Balthazar, et ça m'intéresse particulièrement parce que on croit toujours que le noir est représenté dans le 19e, 20e siècle. Or, dès Jérôme Bosch, il y a des personnages noirs. Et puis surtout, dans les tableaux du XVIe siècle, il y a ce mage qui est Balthazar. Mais ce qui est intéressant, c'est que Balthazar est présent, mais c'est toujours le mage qui est le plus éloigné du Christ. C'est-à-dire qu'il y a une image là qui est cultivée par l'Église, présentant Balthazar comme quand même celui qui est un peu à mettre à l'écart. Alors peut-être, je ne vais pas non plus faire des déductions erronées. C'est dommage qu'on ne puisse pas projeter des images, que vous puissiez voir certaines peintures, je peux vous en montrer, mais il y en a plusieurs, il y en a beaucoup de Bosch, de Mantegna, etc., qui à chaque fois représentent Balthazar en noir, mais en plus lui accolent une certaine féminité. C'est le seul qui va être paré de bijoux, c'est le seul qui va être toujours en retrait du nouveau-né, de l'enfant Jésus. Et alors, de ça est venu beaucoup de théories sur la théorie de Cham, etc. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de gens s'appuient sur le fait que la religion aurait elle-même banni ou mis de côté les Noirs. Alors la théorie de Cham, c'est l'enfant de Noé qui aurait été... les enfants de Noé, Cham, qui auraient été bannis par leur père parce qu'ils les a vus... Parce que je vais refaire tout un début. L'enfant de Noé, Cham, aurait vu son père nu et l'aurait rapporté à tout le monde. Et donc après ça, Noé va maudire l'enfant de Cham, qui est Canaan, et qui serait l'ascendant des Africains. Donc de ça part beaucoup de théories pour dire que le peuple noir, le peuple africain est le peuple maudit. Mais tout ça, c'est de la théorie. C'est pas bien sûr dans les évangiles. C'est bien sûr, on interprète la science de l'herméneutique qui permet des choses assez alambiquées. Alors, on a parlé de l'homme noir, mais il faut aussi parler de la femme noire, qui par l'Église est chargée par nombre de péchés, et notamment par une certaine fonction sexuelle diabolique. Il est dit dans votre texte, je cite, « La négresse suscita pour les Européens de multiples fantasmes
renfermant dans ses reins la promesse de plaisir diabolique. Voilà, donc il y a l'homme noir, mais il y a aussi la femme noire qui est porteuse de tout ce qui est diabolique dans les reins. Alors, peut-être je vais faire une réponse en deux parties. D'abord, il y a la femme noire qui est l'allégorie de l'Afrique. À chaque fois que les peintres souhaitent représenter l'Afrique, ils vont porter une femme noire, une femme pour l'Afrique, continent féminin. Ça, c'est une chose qui peut être neutre, mais c'est vrai qu'ensuite, il y a d'autres parties sur tout ce qui est le rapport au corps. Et le rapport au corps de l'homme noir, on va continuer sur l'homme, c'est un homme qui serait musclé, avec des membres proéminents, avec une musculature extraordinaire, parfois un petit peu animalisée aussi. Et sur la femme noire, on a tout le corps est à chaque fois accru, les coups de pinceau, on voit à chaque fois la croupe, les fesses qui sont accentuées, les poitrines, tout ça est accentué. Et moi je voulais vous montrer cette toile, c'est une toile qui est peut-être la plus intense du livre. C'est une scène, elle s'appelle le rapt de la négresse. Donc c'est une scène de viol. Voilà, une scène de viol en direct. Donc nous, là, et je vous mets à témoin, vous êtes les spectateurs d'un viol. Donc à chaque fois, oui, je trouve que cette peinture est vraiment très intense parce qu'il nous met face à cela. Et alors la femme noire est nue, elle est entourée de 3 hommes blancs qui sont à demi aussi et qui s'apprêtent à la violer. Elle crie au secours. Et des scènes de viol, j'ai parcouru peut-être des dizaines de milliers de toiles pour cet ouvrage. Et une scène de viol dans la peinture, c'est excessivement rare. Je crois qu'il y a un Degas, il y a un Goya, et encore c'est assez subjectif. Là, elle est crue, elle fait 1 mètre sur 1 mètre. On voit la femme qui se débat, et on sent qu'il se permet cela aussi parce que c'est une femme noire. Quand on voit des scènes de baignade, il y a beaucoup de scènes de baignade sur les Caraïbes qui sont représentées du XVIIe siècle, et à chaque fois dans ces scènes de baignade, les femmes noires sont nues et les femmes blanches sont couvertes. Comme si on ne peut pas exhiber la poitrine, elles sont en moitié dans l'eau, mais on ne peut pas exhiber la poitrine d'une femme blanche. Et toutes ces représentations de ce corps animalisé, parfois même les visages, sur les visages, les visages sont très proches du singe, et aujourd'hui on retrouve même peut-être, on parle du XVIe siècle, mais 4 siècles après on retrouve notre ancienne ministre de la Justice qui reçoit des banades alors qu'elle se balade en France. Je veux dire, on a encore des choses qui se sont construites avec le temps, qui ont germé peut-être un petit peu avant, qui ont été mises en lumière et créées. Et c'est un témoignage historique, la peinture. Donc on a ce témoignage historique. Et puis finalement, aujourd'hui, en 2018, même si on est dans une société plus ou moins apaisée, on retrouve encore certains stigmates de cette histoire difficile. Alors, mon livre, j'ai pas voulu le faire que sur les histoires difficiles parce que parfois on pense histoire des Noirs, on pense esclavage, colonisation, et je l'ai inscrit dans une vision beaucoup plus large que cela. C'est-à-dire qu'il y a 10 thèmes, 10 chapitres, et sur ces chapitres, il y a un seul thème, 1/10, 10%, qui est sur l'esclavage. Il y a bien d'autres thèmes pour montrer bien d'autres choses, notamment la religion, notamment des scènes de vie des Noirs qui étaient en Europe au XVIIIe siècle, fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. 10% de la population de Lisbonne était noire. Ça, on le sait que très peu. Et ce n'était pas que des esclaves, il y avait de tout. Il y avait des marchands, des gens qui s'étaient émancipés, des gens qui avaient acheté leur servilité et qui pouvaient être porteurs d'eau, qui pouvaient être des petits commerçants, il peut y avoir des petits menuisiers, des petites choses comme ça. Des chevaliers aussi, des grands chevaliers aussi. Alors, il y a une phrase qui m'a particulièrement interpellé dans votre propos, c'est quand vous dites que le noir, ce n'est pas qu'une question de peau, c'est une question de regard. Et de fait, moi, il me semble que dans votre livre, il y a toute une part qui est consacrée au reflet de l'histoire dans la peinture, mais il semble aussi que la peinture participe d'une transformation du regard. Et j'en veux pour preuve ce tableau qui présente 2 jeunes femmes, une jeune femme blanche et une jeune femme métisse, et qui les met sur un pied d'égalité au niveau de la beauté. Et je crois que la peinture, si elle a enregistré une part de la discrimination, elle a aussi participé à une part d'émancipation. Oui, alors je vais rendre à César, la phrase elle est de Tania de Montaigne sur le regard, et c'est un peu ce que je disais, on n'est pas forcément
ne se sent pas forcément noir, on l'est pour les autres, et les autres nous construisent aussi comme ça, comme on n'est pas femme, etc. C'est un peu la même rhétorique. Bien sûr que ce regard il se construit, et bien sûr qu'il s'est construit. Moi-même, je me suis construit noir, je ne sais pas si je suis né noir, certainement de peau, mais je pense que le regard des autres, le regard de mes enseignants, le regard de mes voisins, le regard des gens, a construit cette identité aussi, au fur et à mesure de ma vie. C'était la minute confidence. Mais sur la peinture, plus généralement, oui, on a, quand on voit les premiers à la Renaissance, les premiers tableaux de Véronèse, on a très peu de modèles noirs en Europe, en Italie. Donc, peut-être qu'il n'y en avait peut-être qu'un seul. Donc, par exemple, il en place 7-8 dans un tableau, mais les 7-8 sont représentés de profil, avec exactement le même profil et avec exactement la même pigmentation, la même couleur de peau, tous un marron, le même marron, la même peinture. Et c'est au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure de l'avancée aussi de la technique, notamment de Vinci, qui performe en créant une couleur de plus en plus précise, en se rapprochant du pigment de la peau. On arrive au XVIIIe, XIXe siècle à des représentations d'hommes et de femmes noirs pour ce qu'ils sont, et avec un certain réalisme, et avec des couleurs, et notamment son nom, j'ai un peu de mémoire, il faut le montrer après, et qui nous montre la pigmentation de la femme jusqu'à sa poitrine. Et on voit sur la poitrine, plus on se rapproche du téton, plus la couleur diffère. C'est-à-dire qu'il y a une étude vraiment précise de la personne, et c'est plus de peindre un noir ou une femme noire comme ça pour rajouter ou pour être une allégorie de l'Afrique ou pour amener un peu d'exotisme. On se rapproche de cela, et avec ce fil de l'histoire qui construit cette couleur, s'associent tous les préjugés. Donc ils s'associent, puis après ils se libèrent avec le temps, avec le XXe siècle, mais tous les préjugés se construisent. Donc ce qu'on a dit sur la sexualité, sur l'animalité, sur l'aspect primitif d'un noir, qui est forcément plus solide, plus musclé, plus fort qu'un autre. Pourquoi? Parce qu'il est plus proche de la nature, parce qu'il est plus à notre état primitif, presque pas un homo sapiens, un australopithèque, je sais pas, mais on serait plus sur des choses comme ça. Il y a tous les hommes qui sont amenés aussi pour être étudiés, qui sont mesurés. D'accord, on a tout ce qui est autour de la Vénus autantote, des choses qui sont beaucoup plus connues que dont on parle dans le livre. Mais l'évolution du regard et l'évolution de la construction de l'imaginaire et de l'image a vraiment évolué, et a évolué au fil du pinceau, j'ai envie de dire. Nous arrivons là au terme de notre entretien sur un point qui est extrêmement sensible, car on a vu que l'image du noir était représentée par l'histoire, l'image du noir était transformée dans l'histoire, mais maintenant nous allons pouvoir peut-être analyser le fait que l'art nègre, comme on disait, a transformé notre vision occidentale. C'est-à-dire que non seulement l'image du noir s'est transformée, mais qu'elle a agi dans notre culture en tant qu'agent transformant. Parce que Matisse, Picasso et autres se sont saisis de cette culture nègre, comme on dit, que vous mettez entre parenthèses, cette culture pour finalement transformer notre vision du monde en déstructurant la perspective et en recréant un monde sur un autre mode, le mode cubiste en l'occurrence, mais en livrant de nouvelles perspectives de la culture. Donc non seulement le personnage du noir a changé, mais en plus il a fécondé une autre vision du monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette perception? Je réfléchis. Non, oui, je suis assez d'accord. Juste pour revenir sur les deux personnages, la fille métisse et la fille blanche, qui sont mis sur un même piédestal, c'est une histoire aussi assez fantastique qui se passe en Angleterre, et en fait elles sont cousines, parce que son oncle a eu une enfant avec une femme aux Antilles, et l'a ramenée en Angleterre, et elles grandissent dans la même famille. Mais on voit quand même, ce que je dis dans les commentaires, quelques petits détails qui montrent quand même une différence entre le traitement de la femme blanche et de la femme métisse. Elisabeth Bell, et Didot, et Murray, exactement. Pour revenir sur l'art nègre, c'est vrai qu'au début du XXe siècle, il y a eu toute cette réflexion. Alors là, il y avait une profusion d'art, et puis il y avait la guerre, il y avait les années folles, il y a eu plein de choses à cette période qui ont fait qu'il y a eu une réflexion de chaque de ces artistes, de Picasso notamment, et autres, autour de qu'est-ce que l'art, pourquoi est-ce qu'on est en train de se perdre dans l'art, comment le renouveler. Et ils se sont dit, il y a des personnes qui sont plus proches de l'art, plus proches.
il faudrait qu'on arrive à retourner à la nature de l'art, à l'art naturel, parce que ce qui est beau en réalité, ce qui est artistique, c'est ce qu'a créé Dieu, c'est la nature, c'est de manière générale, les arbres, les feuilles, la nature de manière globale. Et donc ils se sont dit, c'est en Afrique que l'homme est le plus proche de la nature, et c'est là qu'on va pouvoir puiser et retourner aux sources de l'art. Et donc ils ramènent, il y a eu beaucoup d'échanges à ce moment-là, de statues, de masques, et donc ils retournent sur des choses beaucoup plus basiques et binaires, avec des faces, vous savez, symétriques, avec des nez rectangulaires, et donc un art beaucoup moins travaillé, sans perspective, sans profondeur, et ils se l'approprient complètement pour en rendre une certaine fierté et mettre, je pense, sans mauvaise arrière-pensée, mettre l'art, entre guillemets, l'art primitif, ce qu'ils appellent l'art primitif, en avant. Alors aujourd'hui, ça peut faire débat, parce qu'on est 100 ans après, et l'art nègre, l'art primitif sont des termes qui sont aussi connotés, et puis il y a toutes ces histoires autour de ces statues, etc. Donc aujourd'hui, ça peut faire débat, mais je pense que dans leur mentalité, dans leur perspective à eux, ils sont juste des gens de leur temps, qui ont pensé vraiment pouvoir rendre aux Africains une sorte de renommée internationale et leur valeur dans l'art aussi. Alors, toute dernière question, plus personnelle. Comment articulez-vous toute cette démarche que vous avez mise en œuvre dans ce livre, toute cette réflexion théorique, picturale, linguistique, avec votre propre pratique d'enseignant dans une zone difficile, une zone d'éducation prioritaire? Comment articulez-vous les deux volets? Alors, je ne fais pas la promotion de mon livre dans mes classes. Moi, je suis au lycée à Argenteuil. Donc, parfois, ça m'est arrivé, notamment pour la Première Guerre mondiale, d'utiliser des toiles, parce qu'on parlait des tirailleurs sénégalais, et c'est vrai que l'image, aujourd'hui, surtout dans la génération actuelle, l'image, c'est quelque chose qui parle beaucoup. Donc, de voir une peinture en France, en Picardie, avec dans la neige, des personnages noirs, en 1917, ça pose question, et tout de suite, ça les interroge, et je pense que ça nourrit leur réflexion, et ça peut nourrir leur copie après de cela. On se sert beaucoup de l'art en tant que professeur d'histoire, fait pareil mon co-auteur Grégoire. On s'en sert beaucoup, alors, mais de manière générale, on a toujours une partie d'histoire de l'art, ou en début de chapitre, ou en fin de chapitre, mais on ne va pas mettre que des personnages noirs quand même, on va essayer de diversifier ça. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien et pour cette présentation de votre livre. Je peux dire qu'on peut vous retrouver au stand de Omniscience pour prolonger ce débat. Et puis, merci encore pour cette intense réflexion sur l'histoire et sur la peinture et sur l'évolution du personnage noir dans l'histoire de la peinture. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je dois annoncer les prochaines rencontres. Donc à 17h.